Lundi 13 septembre, les Salines. C'est un extraordinaire décor, cette ébauche de ville abandonnée aux lisières d'un village et en marge des siècles. J'ai longé une moitié de l'hémicycle, j'ai monté l'escalier du pavillon central. Longtemps j'ai contemplé la sobre majesté de ces bâtiments édifiés à des fins utilitaires et qui n'ont jamais servi à rien. Ils sont solides, ils sont vrais. Cependant, leur délaissement les transforme en un simulacre fantastique. On se demande de quoi. L'herbe chaude, sous le ciel d'automne, et l'odeur des feuilles mortes m'assuraient que je n'avais pas quitté ce monde, mais j'avais reculé de 200 ans dans le passé. J'ai été chercher des affaires dans l'auto. J'ai posé par terre une couverture, des coussins, le transistor, et j'ai fumé en écoutant du Mozart. Derrière 2 ou 3 fenêtres poussiéreuses, je devine des présences. Ce sont sans doute des bureaux. Un camion s'est arrêté devant une des lourdes portes. Des hommes l'ont ouverte. Ils ont chargé des sacs à l'arrière de la voiture. Rien d'autre n'a dérangé le silence de cet après-midi. Pas un visiteur. Le concert fini, j'ai lu. Double dépaysement. Je m'en allais très loin, au bord d'un fleuve inconnu. Je levai les yeux et je me retrouvai parmi ces pierres, loin de ma vie. Car le plus surprenant, c'est ma présence ici, et sa gaieté. Je redoutais la solitude de cette remontée vers Paris. Jusqu'ici, à défaut de Maurice, les petites m'accompagnaient dans tous mes voyages. Je pensais que les ravissements de Colette, les exigences de Lucienne allaient me manquer. Et voilà que m'est rendue une qualité de joie oubliée. Ma liberté me rajeunit de 20 ans. Au point que, le livre fermé, je me suis mise à écrire pour moi-même, comme à 20 ans. Jamais je ne quitte Maurice d'un cœur léger. Le congrès ne dure qu'1 semaine et pourtant, tandis que nous roulions de Mougins à l'aérodrome de Nice, j'avais la gorge serrée. Il était ému, lui aussi. Quand le haut-parleur a appelé les voyageurs pour Rome, il m'a embrassé très fort. « Ne te tue pas en voiture, ne te tue pas en avion. » Avant de disparaître, il a tourné encore une fois la tête vers moi. Il y avait dans ses yeux une anxiété qui m'a gagnée. Le décollage m'a paru dramatique. Les quadrimoteurs s'envolent en douceur, c'est un long au revoir. Le jet s'est arraché au sol avec la brutalité d'un adieu. Mais bientôt, j'ai commencé à jubiler. Non, l'absence de mes filles ne m'attristait pas, au contraire. Je pouvais conduire aussi vite, aussi lentement qu'il me plaisait, aller où je voulais, m'arrêter quand ça me chantait. J'ai décidé de passer la semaine à vagabonder. Je me lève avec la lumière. L'auto m'attend dans la rue, dans la cour, comme un animal fidèle. Elle est humide de rosée. Je lui essuie les yeux et je fends joyeusement la journée qui s'ensoleille. À côté de moi est posé le sac blanc avec les cartes Michelin, le guide bleu, des livres, un cardigan, des cigarettes. C'est un compagnon discret. Personne ne s'impatiente quand je demande à la patronne de l'auberge la recette de son poulet aux écrevisses. Le soir va tomber, mais il fait encore tiède. C'est un de ces instants émouvants où la terre est si bien accordée aux hommes qu'il semble impossible que tous ne soient pas heureux. Mardi 14 septembre. Une des choses qui charmait Maurice, c'est l'intensité de ce qu'il appelait mon attention à la vie. Elle s'est ranimée pendant ce bref tête-à-tête avec moi-même. Maintenant que Colette est mariée, Lucienne en Amérique, j'aurai tout le loisir de la cultiver. « Tu vas t'ennuyer, tu devrais prendre un travail », m'a dit Maurice à Mougins. Il a insisté. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne le souhaite pas. Je veux vivre enfin un peu pour moi et profiter avec Maurice de cette solitude à 2 dont si longtemps nous avons été privés. J'ai un tas de projets en tête. Vendredi 17 septembre. Mardi, j'ai téléphoné à Colette. Elle avait la grippe. Elle a protesté quand j'ai dit que je revenais tout de suite à Paris. Jean-Pierre s'occupe très bien d'elle. Mais j'étais inquiète. Je suis rentrée dans la journée. Je l'ai trouvée couchée, très amaigrie. Elle a de la température chaque soir. Déjà, en août, quand je l'ai accompagnée à la montagne, je me faisais du souci pour sa santé.
J'ai hâte que Maurice l'examine et j'aimerais qu'il consulte Talbot. Me voici avec une protégée de plus sur les bras. Quand j'ai quitté Colette mercredi après le dîner, il faisait si doux que je suis descendue en auto jusqu'au quartier latin. Je me suis assise à une terrasse, j'ai fumé une cigarette. À la table voisine, il y avait une gamine qui dévorait des yeux mon paquet de Chesterfield. Elle m'en a demandé une. Je lui ai parlé. Elle a éludé mes questions et elle s'est levée pour partir. Une quinzaine d'années. Ni étudiante ni prostituée, elle m'intriguait. Je lui ai proposé de la ramener chez elle en voiture. Elle a refusé, hésité, et elle a fini par avouer qu'elle ne savait pas où coucher. Elle s'était enfuie le matin du centre où l'a placée l'assistante publique. Je l'ai gardée ici 2 jours. Sa mère, plus ou moins débile mentale, son beau-père qui la déteste, ont renoncé à leurs droits sur elle. Le juge qui s'occupe de son cas lui a promis de l'envoyer dans un foyer où on lui apprendra un métier. En attendant, elle vit provisoirement depuis 6 mois dans cette maison d'où elle ne sort jamais, sauf le dimanche pour aller à la messe si elle le désire, et où on ne lui donne rien à faire. Elles sont là, une quarantaine d'adolescentes, matériellement bien soignées, mais qui dépérissent d'ennui, de dégoût, de désespoir. Le soir, on distribue à chacune un somnifère. Elles s'arrangent pour le mettre de côté. Et un beau jour, elles avalent d'un seul coup leurs réserves. Une fugue, une tentative de suicide. Il faut ça pour que le juge se souvienne de nous, m'a dit Marguerite. Les fugues sont faciles, fréquentes, et si elles ne durent pas longtemps, elles n'entraînent pas de sanctions. Je lui ai juré que je remuerais ciel et terre pour obtenir qu'on la transfère dans un foyer, et elle s'est laissée convaincre de rentrer au centre. Je brûlais de colère quand je l'ai vue franchir la porte, la tête basse et traînant les pieds. C'est une belle fille, pas sotte, très gentille, et qui ne demande qu'à travailler. On lui massacre sa jeunesse, à elle et à des milliers d'autres. Je téléphonerai demain au juge Baron. Que Paris est dur. Même par ces moelleuses journées d'automne, cette dureté m'oppresse. Je me sens vaguement déprimée ce soir. J'ai fait des plans pour transformer la chambre des enfants en un living room plus intime que le cabinet de Maurice et que le salon d'attente. Et je réalise que Lucienne ne vivra plus jamais ici. La maison sera paisible, mais bien vide. Surtout, je me tourmente à cause de Colette. Heureusement que Maurice rentre demain. Mercredi 22 septembre. Voilà une des raisons, la principale, pour lesquelles je n'ai aucune envie de m'astreindre à un métier. Je supporterais mal de n'être pas totalement à la disposition des gens qui ont besoin de moi. Je passe presque toutes mes journées au chevet de Colette. Sa fièvre ne tombe pas. Ce n'est pas grave, dit Maurice. Mais Talbot réclame des analyses. Des idées terrifiantes me traversent la tête. Le juge Baron m'a reçu ce matin, très cordial. Il trouve le cas de Marguerite Drin navrant. Il y en a des milliers de semblables. Le drame, c'est qu'il n'existe aucun endroit pour abriter ses enfants, aucun personnel capable de s'occuper d'elles convenablement. Le gouvernement ne fait rien. Alors les efforts des juges d'enfants, des assistantes sociales se brisent contre un mur. Le centre où se trouve Marguerite n'est qu'un lieu de transit. Au bout de 3 ou 4 jours, elle aurait dû être envoyée ailleurs. Mais où ? C'est le néant. Ces petites restent là où rien n'a été prévu pour les occuper ni pour les distraire. Il essaiera tout de même de trouver une place quelque part pour Marguerite. Et il va recommander aux assistantes du centre de m'autoriser à la voir. Les parents n'ont pas signé le papier qui les ferait définitivement déchoir de leurs droits. Mais il n'est pas question qu'ils reprennent la petite. Ils ne le veulent pas, et pour elle aussi, ce serait la pire solution. Je suis sortie du palais irritée contre l'incurie du système. Le sombre des jeunes délinquants augmente, et on n'envisage pas d'autre mesure que de redoubler de sévérité. Comme je me trouvais devant la porte de la Sainte-Chapelle, je suis entrée. J'ai monté l'escalier en colimaçon. Il y avait des touristes étrangers et un couple qui regardait les vitraux la main dans la main. Moi, j'ai mal regardé. De nouveau, je pensais à Colette et je m'inquiétais. Et je m'inquiète. Impossible de lire. La seule chose qui pourrait me soulager, ce serait de causer avec Maurice. Il ne sera pas là avant minuit. Depuis son retour de Rome, il passe ses soirées au laboratoire avec Talbot et Couturier. Il dit qu'ils approchent du but.
Je peux comprendre qu'il sacrifie tout à ses recherches, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai un gros souci sans qu'il le partage. Samedi 25 septembre. La fenêtre était noire. Je m'y attendais. Avant quoi? Quand par extraordinaire je sortais sans Maurice, au retour il y avait toujours un ray de lumière entre les rideaux rouges. Je montais les 2 étages en courant. Je sonnais, trop impatiente pour chercher ma clé. Je suis montée sans courir, j'ai mis la clé dans la serrure. Comme l'appartement était vide, comme il est vide. Évidemment, puisqu'il n'y a personne dedans. Mais non, d'ordinaire, quand je rentre chez nous, je retrouve Maurice, même en son absence. Ce soir, les portes s'ouvrent sur des pièces désertes. 11 heures. Demain, on connaîtra le résultat des analyses. J'ai peur. J'ai peur. Et Maurice n'est pas là. Je sais. Il faut que ses recherches aboutissent. Tout de même, je suis en colère contre lui. J'ai besoin de toi et tu n'es pas là. J'ai envie d'écrire ces mots sur un papier que je laisserai en évidence dans le vestibule avant d'aller me coucher. Sinon, je me tairais comme hier, comme avant-hier. Il était toujours là quand j'avais besoin de lui. J'ai arrosé les plantes vertes. J'ai commencé à ranger la bibliothèque et je me suis arrêtée net. J'ai été étonnée par son indifférence quand je lui ai parlé d'installer ce living room. Il faut que je m'avoue la vérité. J'ai toujours voulu la vérité. Si je l'ai obtenue, c'est que je la voulais. Eh bien, Maurice a changé. Il s'est laissé dévorer par sa profession. Il ne lit plus. Il n'entend plus de musique. J'aimais tant notre silence et son visage attentif quand nous écoutions Monteverdi ou Charlie Parker. Nous ne nous promenons plus ensemble dans Paris ni aux environs. Nous n'avons presque plus de vraies conversations. Il se met à ressembler à ses collègues, qui ne sont que des machines à faire carrière et à gagner de l'argent. Oh, je suis injuste. L'argent, la réussite sociale, il s'en moque. Mais depuis que, contre mon avis, il a décidé, voici 10 ans, de se spécialiser, peu à peu, et c'est justement ce que je craignais, il s'est desséché. Même à Mougins, cette année, il m'a paru lointain. Avide de retrouver la clinique et le laboratoire, distrait et même morose. Allons, autant me dire la vérité jusqu'au bout. J'avais le cœur serré à l'aérodrome de Nice, à cause de ces mornes vacances derrière nous. Et si j'ai connu dans les salines abandonnées un bonheur si intense, c'est que Maurice, à des centaines de kilomètres, me redevenait proche. Curieuse chose qu'un journal, ce qu'on y tait est plus important que ce qu'on y note. On dirait que sa vie privée ne le concerne plus. Au printemps dernier, comme il a facilement renoncé à notre voyage en Alsace. Pourtant, ma déception l'a navré. Je lui ai dit gaiement « La guérison de la leucémie mérite bien quelques sacrifices. » Mais la médecine, autrefois pour Maurice, c'était des gens en chair et en os à soulager. J'étais si déçue, si désemparée pendant mon stage à Cochin par la froide bonhomie des grands patrons, par l'indifférence des étudiants. Et dans les beaux yeux sombres de cet externe, j'ai rencontré une détresse, une rage semblable à la mienne. Je crois que dès cette minute, je l'ai aimé. J'ai peur que maintenant, ces malades ne soient plus pour lui que des cas. Connaître l'intéresse plus que guérir. Et même dans ses rapports avec ses proches, il devient abstrait. Lui qui était si vivant, si gai, aussi jeune à 45 ans que lorsque je l'ai rencontré. Oui, quelque chose a changé puisque j'écris sur lui, sur moi, derrière son dos. S'il l'avait fait, je me serais senti trahi. Nous étions l'un pour l'autre une absolue transparence. Nous le sommes encore. Ma colère nous sépare. Il aura vite fait de la désarmer. Il me demandera un peu de patience. Après les périodes de surmenage frénétique viennent les accalmies. L'an dernier aussi, il travaillait souvent le soir. Oui, mais j'avais Lucienne. Et surtout, rien ne me tourmentait. Il sait bien qu'en ce moment, je ne peux pas lire ni écouter de disques parce que j'ai peur. Je ne laisserai pas de mots dans le vestibule, mais je lui parlerai. Au bout de 22 ans de mariage, on accorde beaucoup au silence. C'est dangereux. Je pense que je me suis trop occupée des petites ces dernières années. Colette était si attachante et Lucienne si difficile. Je n'étais pas aussi disponible que Maurice pouvait le souhaiter.
Il aurait dû me le faire remarquer au lieu de se jeter dans des travaux qui maintenant le coupent de moi. Il faut nous expliquer. Minuit. J'ai tellement hâte de le retrouver, d'étouffer cette colère qui gronde encore en moi, que je garde les yeux fixés sur la pendulette. L'aiguille n'avance pas. Je m'énerve. L'image de Maurice se décompose. À quoi ça rime-t-il de lutter contre la maladie et la souffrance si on traite sa propre femme avec tant d'étourderie ? C'est de l'indifférence, c'est de la dureté. Inutile de rager, assez. Si les analyses de Colette ne sont pas bonnes, j'aurai besoin demain de tout mon sang-froid. Alors je dois essayer de dormir. Dimanche 26 septembre. Ainsi, c'est arrivé. Ça m'est arrivé. Lundi 27 septembre. Eh bien oui, ça m'est arrivé. C'est normal. Je dois m'en persuader et juguler cette colère qui m'a secouée pendant toute la journée d'hier. Maurice m'a menti. Oui, ça aussi c'est normal. Il aurait pu continuer au lieu de me parler. Même tardive, je dois lui savoir gré de sa franchise. J'ai fini par m'endormir samedi. De temps en temps, je tendais la main vers le lit jumeau. Le drap était plat. J'aime m'endormir avant lui pendant qu'il travaille dans son cabinet. À travers mes rêves, j'entends couler l'eau, je sens une légère odeur d'eau de Cologne, je tends la main, son corps gonfle les draps et je sombre dans la béatitude. La porte d'entrée a claqué bruyamment. J'ai crié « Maurice !» Il était 3 heures du matin. Ils n'avaient pas travaillé jusqu'à 3 heures, ils avaient bu et bavardé. Je me suis dressée dans le lit. « À quelle heure rentres-tu ? D'où viens-tu » Il s'est assis dans un fauteuil et il tenait à la main un verre de whisky. Il est 3 heures, je sais. Colette est malade, je crève d'inquiétude et tu rentres à 3 heures. Vous n'avez pas travaillé jusqu'à 3 heures. Colette va plus mal ? Elle ne va pas mieux, mais tu t'en fiches ? Évidemment, quand on a pris en charge la santé de toute l'humanité, une fille malade, ça ne pèse pas lourd. Ne sois pas hostile. Il me regardait avec une gravité un peu triste. Et j'ai fondu comme je fonds toujours quand il m'enveloppe de cette lumière sombre et chaude. J'ai demandé doucement « Dis-moi pourquoi tu rentres si tard ?» Il n'a rien répondu. « Vous avez bu ? Joué au poker ? Vous êtes sortis ? Tu as oublié l'heure ?» Il continuait à se taire avec une espèce d'insistance, en faisant tourner son verre entre ses doigts. J'ai jeté au hasard des mots absurdes pour le faire sortir de ses gonds et lui arracher une explication. « Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une femme dans ta vie ?» Et sans me quitter des yeux, il a dit « Oui, Monique, il y a une femme dans ma vie. » Tout était bleu au-dessus de nos têtes et sous nos pieds. On apercevait à travers le détroit la côte africaine. Il me serrait contre lui. « Si tu me trompais, je me tuerais. Si tu me trompais, je n'aurais pas besoin de me tuer. Je mourrais de chagrin. » Il y a 15 ans. Déjà ? Qu'est-ce que 15 ans ? 2 et 2 font 4. Je t'aime, je n'aime que toi. La vérité est indestructible, le temps n'y change rien. Qui est-ce ? Noélie Guérard. Noélie, pourquoi ? Il a haussé les épaules. Évidemment, je connaissais la réponse. Jolie, brillante, aguicheuse. Le type de l'aventure sans conséquence et qui flatte un homme. Avait-il besoin d'être flatté ? Il m'a souri. Je suis content que tu m'aies interrogé. Je détestais te mentir. Depuis quand me mens-tu ? Il a à peine hésité. Je t'ai menti à Mougins et depuis mon retour. Ça faisait 5 semaines. Pensait-il à elle, à Mougins ? Tu as couché avec elle quand tu es resté seul à Paris ? Oui. Tu la vois souvent ? Bon, non, tu sais bien que je travaille. J'ai demandé des précisions. 2 soirées et un après-midi depuis son retour. Je trouve que c'est souvent. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu tout de suite ? Il m'a regardé timidement et il m'a dit avec du regret dans la voix. Tu disais que tu mourrais de chagrin. Oh, on dit ça.
J'ai eu envie de pleurer soudain. Je n'en mourrais pas. C'était ça le plus triste. À travers des vapeurs bleues, nous regardions l'Afrique au loin, et les mots que nous prononcions n'étaient que des mots. Je me suis rejetée en arrière. Le coup m'avait assommée. La stupeur me vidait la tête. Il me fallait un délai pour comprendre ce qui m'arrivait. Dormons, ai-je dit. La colère m'a réveillée de bonne heure, comme il avait l'air innocent. Les cheveux embroussaillés au-dessus du front, rajeunis par le sommeil. Au mois d'août, pendant mon absence, elle s'est réveillée à côté de lui. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi ai-je accompagné Colette à la montagne? Elle n'y tenait même pas tellement, et c'est moi qui ai insisté. Pendant 5 semaines, il m'a menti. Ce soir, nous avons fait un sérieux pas en avant. Et il revenait de chez Noélie. J'ai eu envie de le secouer, de l'insulter, de crier. Je me suis dominée. J'ai laissé un mot sur mon oreiller. À ce soir. Certaine que mon absence l'atteindrait plus qu'aucun reproche. À l'absence, on ne peut rien répondre. J'ai marché au hasard dans les rues, obsédée par ces mots. Il m'a menti. Des images me traversaient. Le regard, le sourire de Maurice posé sur Noélie. Je l'ai chassé. Il ne la regarde pas comme il me regarde. Je ne voulais pas souffrir. Je ne souffrais pas, mais la rancune me suffoquait. Il m'a menti. Je disais, je mourrais de chagrin. Oui, mais il me le faisait dire. Il avait mis plus d'ardeur que moi à conclure notre pacte. Pas de compromis, pas de licence. Nous roulions sur la petite route de Saint-Bertrand de Comminges, et il me pressait. « Je te suffirai toujours ?» Il s'est emporté parce que je ne répondais pas avec assez de feu. Mais quelle réconciliation dans la chambre de la vieille auberge avec l'odeur des chèvrefeuilles qui entrait par la fenêtre. Il y a 20 ans. C'était hier. Il m'a suffi. Je n'ai vécu que pour lui. Et lui, pour un caprice, il a trahi nos serments. Je me disais, j'exigerai qu'il rompe tout de suite. J'ai été chez Colette. Toute la journée, je me suis occupée d'elle, mais intérieurement, je bouillonnais. Je suis revenue à la maison épuisée. Je vais exiger qu'il rompe. Mais que signifie le mot exigence après toute une vie d'amour et d'entente? Je n'ai jamais rien demandé pour moi que je ne veuille aussi pour lui. Il m'a prise dans ses bras d'un air un peu égaré. Il avait téléphoné plusieurs fois chez Colette et personne n'avait répondu. Pour qu'elle ne soit pas dérangée, j'avais bloqué la sonnerie. Il était fou d'inquiétude. Tu n'imaginais tout de même pas que j'allais me descendre? J'ai tout imaginé. Son anxiété m'a été au cœur et je l'ai écouté sans hostilité. Bien sûr, il a eu tort de me mentir, mais il faut que je comprenne. La première hésitation fait boule de neige, on n'ose plus avouer, parce qu'il faut avouer aussi qu'on a menti. L'obstacle est encore plus infranchissable pour des gens qui, comme nous, mettent si haut la sincérité. Ah, je le reconnais. Avec quel acharnement j'aurais menti pour dissimuler un mensonge. Je n'ai jamais fait sa part au mensonge. Les premiers mensonges de Lucienne et de Colette m'ont scié bras et jambes. J'ai eu du mal à admettre que tous les enfants mentent à leur mère. Pas à moi. Je ne suis pas une mère à qui on ment. Pas une femme à qui on ment. Orgueil imbécile. Toutes les femmes se pensent différentes. Toutes pensent que certaines choses ne peuvent pas leur arriver. Et elles se trompent toutes. J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. C'est une chance que Lucienne soit en Amérique. Il m'aurait fallu lui jouer la comédie. Elle ne m'aurait pas laissé en paix. Et j'ai été parler à Isabelle. Elle m'a aidée comme toujours. J'avais peur qu'elle ne me comprenne mal, puisqu'elle et Charles ont misé sur la liberté, et non comme Maurice et moi sur la fidélité. Mais ça ne l'a pas empêchée, m'a-t-elle dit, de prendre des colères contre son mari, ni de se sentir parfois en danger. Elle a cru, il y a 5 ans, qu'il allait la quitter. Elle m'a conseillé la patience. Elle a beaucoup d'estime pour Maurice. Elle trouve naturel qu'il ait voulu une aventure, excusable qu'il me l'ait d'abord cachée, mais certainement il s'en fatiguera vite. Ce qui donne du sel à ce genre d'affaires, c'est la nouveauté. Le temps travaille contre Noélie. Le prestige qu'elle peut avoir aux yeux de Maurice s'écaillera.
Seulement, si je veux que notre amour sorte indemne de cette épreuve, il ne faut pas que je joue les victimes ni les mégères. Sois compréhensive, sois gaie. Avant tout, sois amicale, m'a-t-elle dit. C'est ainsi que finalement elle a reconquis Charles. La patience, ce n'est pas ma vertu dominante, mais en effet je dois m'y efforcer, et pas seulement par tactique, par moralité. J'ai eu exactement la vie que je souhaitais. J'ai à mériter ce privilège. Si je flanche à la première anicroche, tout ce que je pense sur moi n'est qu'illusion. Je suis intransigeante, je tiens de papa, et Maurice m'en estime, mais tout de même je veux comprendre autrui et savoir m'adapter. Qu'un homme ait une aventure après 22 ans de mariage, Isabelle a raison, c'est normal. C'est moi qui serais anormale, infantile en somme, en ne l'admettant pas. En quittant Isabelle, je n'avais guère envie d'aller voir Marguerite, mais elle m'avait écrit une petite lettre émouvante, je n'ai pas voulu la décevoir. Tristesse de ce parloir, de ces visages d'adolescentes opprimées. Elle m'a montré ses dessins, pas vilain. Elle voudrait faire de la décoration, ou au moins être étalagiste. En tout cas, travailler. Je lui ai répété les promesses du juge. Je lui ai dit quelle démarche j'avais faite pour obtenir l'autorisation de sortir le dimanche avec elle. Elle a confiance en moi, elle m'aime bien, elle sera patiente, mais pas indéfiniment. Ce soir, je sors avec Maurice. Conseil d'Isabelle et du Courrier du Cœur. Pour reprendre votre mari, soyez gaie, élégante, sortez en tête-à-tête. Je n'ai pas à le reprendre, je ne l'ai pas perdu. Mais j'ai encore beaucoup de questions à lui poser, et la conversation sera plus détendue si nous dînons dehors. Je ne veux surtout pas qu'elle ressemble à une mise en demeure. Un détail idiot me tracasse. Pourquoi avait-il un verre de whisky à la main? J'ai appelé Maurice. Réveillé à 3 heures du matin, il a deviné que j'allais l'interroger. D'ordinaire, il ne claque pas si bruyamment la porte d'entrée.